L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèles amis internautes, fidèles à ce programme télé sur ESAE TV ce dimanche, je reçois pour vous Guy Dossou Mitokpe. Il est docteur en géographie, acteur politique, secrétaire national à la communication du parti politique d'opposition Les Démocrates. Il a été député de la 7e législature. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. C'est à moi de vous remercier. Avec lui, chers amis internautes, on parlera du code électoral, de la présidentielle au Sénégal et de Rekia Madougou. Il y a eu quelques commentaires qui ont fait la une des journaux cette semaine. On en parlera avec le secrétaire de la communication du parti politique Les Démocrates, laquelle formation politique a eu à vouloir porter sa candidature à la présidentielle de 2021. Guy Dossou Mitokpe, bonjour à nouveau. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, le code électoral, il a été voté, il a été promulgué par le président de la République, mais de votre côté, il y a toujours des récriminations. Qu'est-ce que vous reprochez de façon concrète à ce code électoral-là? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Avant toute chose, je voudrais saluer avec beaucoup de chaleur les internautes des ESAE TV. Je voudrais saluer tous ceux qui vous suivent et remercier aussi l'équipe qui vous entoure pour le travail extraordinaire que vous abattez pour la consolidation de notre démocratie. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons constaté que le code électoral a été promulgué, d'abord validé par la Cour constitutionnelle et ensuite promulgué par les chefs de l'État. La première des choses que je voudrais dire par rapport à ces derniers événements, c'est que ce code électoral a été voté en représailles à la résistance que les députés du parti d'opposition, les démocrates, ont observé vis-à-vis de la révision opportuniste, des velléités de révision opportuniste de notre Constitution. Et donc, vous allez constater avec moi que lorsqu'on veut réélire un code électoral, on le fait afin de pouvoir prendre en compte toutes les faiblesses qui ont été observées au cours de la récente élection électorale passée. Parce que quand on parle de relecture d'un code électoral, d'un document aussi important qu'un code électoral, en réalité, c'est qu'on a constaté un certain nombre de faiblesses au cours de la dernière élection et on s'est dit, mais par rapport à ces faiblesses, il va falloir que nous puissions relire notre code afin de pallier à ces faiblesses. Je prends un exemple tout simple. Dernièrement, des acteurs politiques au sein du parti Les Démocrates ont dit sur tous les toits qu'ils ont été exclus. Et nous avons constaté aussi sur le terrain, lorsque l'élection était terminée, par exemple, il fallait recueillir les procès-verbaux, que tous les représentants des partis politiques présents dans les bureaux de vote n'ont pas pu avoir les procès-verbaux. Ça fait partie des faiblesses des dernières élections. Le fait que certaines personnes ont été exclues, on a vu au cours de ce processus que, je dirais, pas un instrument, je dirais, une administration, voilà, comme l'administration des impôts, a eu un fort impact à jouer fortement
dans ce processus électoral. Donc pour nous, il fallait faire de telle sorte que, tout en encourageant les acteurs politiques à payer les impôts, mais qu'un acteur comme le directeur général des impôts ne puisse pas à lui seul décider de l'avenir d'un parti politique ou décider de l'avenir d'un acteur politique. Ça fait partie des faiblesses à relever. Laquelle vous avez transcrite dans votre proposition de relecture du code électoral. C'est ce que j'explique, c'est ce qui fait normalement la dynamique d'une relecture. La question des procès verbaux, ça fait partie de la dynamique d'une relecture. Quand vous prenez, par exemple, le fait que un candidat puisse avoir des faiblesses dans son dossier et que toute une liste électorale puisse être invalidée, ça fait partie des faiblesses d'une procédure électorale. Et donc, une réélecture doit permettre de corriger ces choses. Et donc, vous allez voir que dans les propositions d'un parti, comme le parti Les Démocrates, nous avons dit, comme ces faiblesses avaient été relevées au cours de la dernière élection, la plus récente, c'est-à-dire les élections législatives de 2023, alors il fallait profiter de cette relecture pour faire de telle sorte que tout le monde puisse être jugé d'une manière équitable vis-à-vis des clauses de ce code électoral. Mais c'est pas ce que nous avons observé. On se rend compte curieusement que les conditions sont corsées, que les conditions... Oui, tout ce qui a été fait s'inscrit dans la dynamique, je reprends ce que disent les défenseurs de ce projet, dans la dynamique de renforcer le système partisan. Est-ce que vous êtes contre cela? Oui, mais quand il parle de renforcement du système partisan, moi je voudrais quand même qu'on prenne nos populations très au sérieux. Parce que c'est d'ailleurs la contribution, c'est pour ça qu'on les appelle le contribuable. C'est la contribution, c'est leur énergie, c'est leur sacrifice qui tient l'économie. Et donc, il faut respecter ce peuple, il faut respecter nos concitoyens et nos populations. On ne peut pas engager ou se prévaloir d'un certain nombre d'arguments qui ne tiennent pas quand il parle de renforcement du système partisan. Mais revenons, allons à l'origine. À l'origine, quand ils avaient voulu que le système partisan soit ce qu'il est aujourd'hui, ils avaient dit que notre pays avait trop de partis politiques. On était à 250 selon eux. En son temps, j'étais encore au Parlement, j'ai eu à leur dire que, mais écoutez, il y a une structure en République du Bénin qui s'appelle Frédéric Chebet, qui a fait une étude sur notre système partisan et tout le reste, et qui a compris, et qui, en fin de compte, a fait ressortir, après son étude, que sur environ 250 partis politiques qui avaient vu le jour dans notre pays, environ une quinzaine seraient viables. Donc, prenons les résultats de cette étude et améliorons. Mais comme ils avaient leur dessin, comme ils avaient leur plan... Il y a quand même des tests à appliquer aussi dans ce niveau, à ce niveau-là. Vous allez mieux me comprendre. Oui. C'est que l'étude qu'ils ont faite par la Fondation Frédéric Chebet, c'était sur les tests de la République. Ils n'ont pas inventé avec des tests d'un autre pays. C'était avec nos tests. Et donc, comme ceux qui avaient l'initiative de faire ce qu'ils ont appelé réforme du système partisan et tout le reste, ils avaient leur petit plan derrière la tête. Ils ont fait ce que nous avons constaté aujourd'hui. Mais est-ce que le diagnostic qui a conduit à cette réforme-là n'était pas partagé par vous? C'est ce que je dis. Sur la base de l'étude. Il y avait véritablement une pagaille, un marchandage, la transhumance politique qui ne disait pas son nom. Non, je ne voudrais pas forcément rentrer dans ces détails. Je voudrais seulement me caporaliser sur le fait que, sur la base de cette étude, il y avait une quinzaine de partis qui étaient viables. Mais aujourd'hui, quand vous faites le point, on a environ 15 partis malgré le système. Donc ça rejoint d'une manière ou d'une autre. Vous allez mieux me comprendre. Oui. Ça rejoint d'une manière ou d'une autre l'étude de la Fondation Frédéric Chebet. Mais comme si cela ne suffisait pas, regardez et constatons ensemble qu'au sein de notre hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale, on n'a que 3 partis politiques. Donc, quand il parle de renforcement du système partisan, il parle de quoi? On n'a pas aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale une trentaine de partis politiques. On n'a même pas au niveau du pays une quarantaine de partis politiques qui se bousculent ou qui se font des jeux de coude. Ce que nous avons aujourd'hui en République du Bénin, c'est qu'il y a 3 pôles. Il y a 2 grands partis politiques qui sont sous la coupole de ceux qui nous dirigent, et il y a un parti politique aujourd'hui qui équilibre le jeu politique dans notre pays. Et donc, justement, comme vous le dites si bien, certaines personnes estiment que, bien que vous dénoncez ce code électoral, ce qui est fait est de nature à renforcer la position du Parti politique Les Démocrates. Aujourd'hui, c'est une lapalissade. Tout le monde dit que si les autres partis de l'opposition ne viennent pas fondre avec vous ou ne viennent pas se dissoudre au sein de votre parti politique, ils vont mourir avec les nouvelles dispositions. Et ça, c'est à votre avantage. C'est une question inspirée. Et cette question me permet de mieux expliquer ce qui se prépare derrière le rideau à nos concitoyens. En réalité, comme vous le dites,
tel qu'ils sont en train de le présenter, c'est qu'ils présentent la chose comme si aujourd'hui, il fallait renforcer les partis qui existent. Non, il faudra comprendre à travers l'œuvre et la promulgation de ce code qu'il faut détruire un parti, c'est-à-dire le parti Les Démocrates. Parce que quand ils disent, et là nous rentrons maintenant dans les détails, quand ils disent que pour les prochaines élections présidentielles, bon, pour les élections générales, et c'est-à-dire on aura les élections communales et les législatives le même jour, et je crois quelques temps après, quelques mois après l'élection présidentielle. Je vais commencer d'abord par l'élection présidentielle. On passe d'un taux de 10% pour les parrainages des élus à 15%. Mais on se rend compte que les 15% ont été calculés exactement sur le nombre d'élus, plus précisément de députés, du parti Les Démocrates. Le BA aussi a le même nombre d'élus que vous. Le BA a des maires. Le BA a des maires, vous allez mieux me comprendre. Non seulement le BA a des maires, mais ils disent dans ce code exclusif que non seulement le BA a des maires et le BA a des députés comme UP Le Renouveau, mais comme UP Le Renouveau et le BA, à travers ce code, pourront se donner la main par ce qu'ils ont appelé une coalition de gouvernance, les parrains du BA pourraient parrainer un candidat de UP Le Renouveau. Et de cette même manière, les parrains de UP Le Renouveau pourraient parrainer un candidat du BA. Cette possibilité qu'ils ne donnent pas au parti Les Démocrates. Et en calculant exactement sur le nombre d'élus du parti Les Démocrates, mais comprenez que ce code-là a été rédigé par le président Patrice Talon et SSB. Ah, non, vous allez mieux me comprendre. C'est leur code. Mais est-ce que vous n'affirmez pas? Non, mais quand je dis que ce code a été rédigé par le président Patrice Talon et SSB, c'est son camp qui a rédigé le code. C'est pas un code consensuel. Mais ce sont nos adversaires politiques. Au nom de quoi? Vous allez mieux me comprendre, ainsi que ceux qui nous suivent. Au nom de quoi ils feront un code, ils rédigeront un code au cours duquel au cours de la rédaction, nous n'avons pas été associés, et vous pensez qu'ils feront une telle rédaction en nous faisant cadeau, connaissant leur pratique depuis 8 ans. Et donc, c'est normal que nous puissions démontrer. Oui, est-ce qu'avec les nouvelles dispositions, le parti politique Les Démocrates aura des difficultés à parrainer son candidat en 2026? C'est ça ce que je tente d'expliquer, avant de venir à la question des 20%. Je parle d'abord de la question du parrainage. Sur la question du parrainage, ce que nous devons pouvoir comprendre, c'est que M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et ceux qui l'entourent, ont pris la résolution que le parti, les démocrates, ne puissent pas avoir de candidat à l'élection présidentielle de 2026. Ça, c'est un discours politique. Ce n'est pas un discours politique. Alors, c'est ça ce que je tente de vous expliquer. Allez. En mettant le taux à 15%, ce qui équivaut à 28 parrains, le parti Les Démocrates n'a que 28 parrains. Et ils disent que si tu n'as pas d'accord de gouvernance avec un parti politique, même si tes 28 manquent, ce parti politique ne peut en aucun cas te porter secours, même si c'est d'une manière isolée, si c'est d'une manière personnelle que quelqu'un se dit, mais je vais sauver mon pays, je vais sauver notre démocratie. Leur code électoral ne donne plus la main à un individu qui, par un saut nationaliste ou par envie de sauver la République, allait porter secours à un autre parti politique. Vous me poserez la question de savoir, mais les FCB sont là, ils ont des maires. Je vous dis aujourd'hui, et ça je le dis avec le plus grand sérieux, que le parti, les FCBE, est aujourd'hui plus proche du régime que nous. Le parti, les FCBE, est plus proche du régime que nous. Qu'est-ce que vous amène à affirmer cela? Est-ce que c'est pas... Non, mais écoutez, allons à l'origine. Moi, je ne suis pas... FCBE n'a jamais... Non, je ne viens pas... FCBE n'a jamais applaudi le gouvernement pour ce qu'on sache par rapport au discours qu'ils tiennent. Non, je ne viens pas dans votre studio pour faire plaisir à qui que ce soit. Je pense à l'avenir de ce pays et je pense à la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Voyez, allez à l'origine. À l'origine, le parti de la FCBE appartenait au président Yaïboni. Bon, quand je disais appartenait, parce qu'il a été président de ce parti et voilà, il a été premier responsable, président de la République, le parti était très proche de lui. Vu l'évolution de la situation politique... C'est une alliance de parti politique qui a été créée autour de lui. Autour de lui. Vu l'évolution de la situation politique,
le régime actuel a fait des mains et des pieds pour fragiliser ce parti. Ça, en l'éloignant... c'est votre lecture. Non, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est déroulé. déroulé. Les ténors de ce parti Je vais vous politique disent dire non, quelque chose sur notre qu'ils ont voulu sauver le parti politique Je vais vous dire... et dans le même temps épargner que le parti s'engage. Je vais vous dire quelque chose sur notre pays et sur nos populations que je souhaiterais que vous gardiez. Nos populations suivent le débat et nos populations sont conscientes de ce qui se passe. Et donc, on va aller rapidement parce que je voudrais... Est-ce à dire qu'au niveau de la démocrate, vous n'aurez pas besoin des maires, des FCBE? Non, mais c'est ce que je tente de vous expliquer. S'il n'y a pas en amont d'accord de gouvernance avec eux, dans la foulée, ils ne peuvent pas nous apporter leur caution. Vous allez mieux me comprendre. Oui. Même si nous faisons des accords de gouvernance avec eux, oui, mais ils peuvent décider, alors qu'il y a un accord de gouvernance, ils peuvent décider, encore que les maires, ils avaient eu 6, je crois, en son temps, mais avec les analyses et les informations recueillies, la plupart de ces maires, aujourd'hui, ont rejoint soit le BS, soit l'UP Le Renouveau. Mais ce n'est pas ça le débat. Cela voudrait dire que même avec un accord de gouvernance, comme ils sont plus proches du régime que de nous, ils peuvent refuser de nous donner. Donc, ce qu'il faut comprendre, à travers ce qui a été fait, en passant de 10% à 15%, il faut comprendre que M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, a décidé qu'en 2026, le parti Les Démocrates ne puisse pas avoir de candidat à l'élection présidentielle. Patrice Talon. Lui et son régime, on n'a pas été associés à aucun moment, je vais vous repréciser, à aucun moment, les observations et les amendements que nous avons voulu apporter à ce code, sur la base de ce que je viens de dire, sur la base du fait que nous avons observé des faiblesses au cours des dernières élections et qu'une relecture du code électoral prend en compte les faiblesses observées afin que l'élection puisse être le plus équitablement possible organisée. Donc c'est ça notre démarche. Je reviens sur la question des 20%. Sur la question des 20%. Je l'ai dit à un de vos confrères. Non, avant d'aller à la question des 20% participation électorale, pour 2026, il vous faut 28 parrains. Mais c'est ce que je tente de vous dire. Vous avez 28 députés. On a 28 parrains, je vous l'explique. Pour 2028, 26, il faut 28 parrains. Et vous les avez? On a 28 députés. Mais dans la loi, il est dit. Les 3/5e Non, les 3/5e des circonscriptions électorales, on respecte. Là encore, tout ça, ça a été visé, calculé sur nous. Et non, pourquoi chaque fois vous dites sur vous? Est-ce que vous pensez que le BN est à l'abri de cela? La meilleure image que vous devez garder à l'esprit, quand ce code a été voté, validé par la Cour constitutionnelle qui ne nous rassure aucunement, mais vous déposez des recours à cette Cour. Mais écoutez, on a déposé plus d'une dizaine de recours. Pratiquement un seul recours a été pris en compte. Mais désormais, nous ferons l'effort de ne plus les appeler les sages. Parce que quand vous voyez ceux qui composent, si vous voulez, vous allez déposer les recours. Monsieur le journaliste, parce que vous avez espérance que ces recours aboutissent. Si vous voulez, nous allons prendre un à un les sages de la Cour constitutionnelle. On va revenir sur la question des 20 dont vous parlez. Nous allons prendre un à un les sages de cette Cour constitutionnelle. Nous allons décortiquer leur parcours et nous allons voir de qui ils sont plus proches entre le régime et être neutre comme intellectuel. Alors, si vous voulez, on peut en parler. Ça, c'est pas un problème. Je reviens sur la question des 28. Oui. Et donc, dans le code, ils ont dit que si un seul élément manque et que vous n'avez pas d'accord de gouvernance, quelle que soit la bonne foi d'un héros qui pourrait... Parce que vous savez, dans la République, tout le monde n'est pas pourri. Et il y a des personnes, quel que soit le niveau auquel ils atteignent en politique, gardent, je sais pas, la signature de leur éducation ou la signature de leur foi. Et ces personnes, à des moments donnés, se détachent et font l'histoire. Sachant tout ça, ils ont pris des dispositions en disant, même s'il y a de ces héros dans leur camp qui pourraient se détacher pour dire, mais écoutez, on ne peut pas aller à une élection présidentielle exclusive. Exclure des personnes en amont à travers un code électoral, ce n'est pas normal. Même si ces personnes se dégageaient de leur camp de cette manière, ils ont mis dans leur code que s'il n'y a pas un accord de gouvernance, leur signature ou leur parrainage sera nul et de nul effet. Et donc, je voudrais préciser... Pourquoi vous ne voyez pas parfois ces dispositions-là dans une optique qui vise quand même à renforcer la discipline de groupe? Parce qu'il peut y avoir, à un moment donné, où peut-être le Parti politique La Démocrate, en 2026, décide de choisir un candidat qui ne sera pas du goût de ces parrains-là, de vos députés, qui décideront peut-être de bafouer l'autorité du président d'honneur ou du président de parti et aller soutenir nos candidats. Non, ce que vous dites... Pourquoi vous ne voyez pas ça dans cet aspect aussi? C'est une hypothèse, c'est une probabilité. Oui, mais elle est très faible. Cette probabilité est très faible, d'autant que... On est en politique. Non, dans l'échange. D'autant que
En pratiquement 9 ans de gouvernance, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, nous a montré qu'il ne fait rien pour faire cadeau à ses adversaires. Et donc, si une telle disposition a été mise dans la loi par lui et ses hommes, comprenez que, je vais vous dire quelque chose que le peuple sait. Vous savez, en 2019, M. Patrice Talon et tous ceux qui l'entourent ont été brutals dans leur exclusion. Ils ont exclu toute l'opposition, ils n'ont pas été élégants. Vous allez mieux me comprendre. Vous allez mieux me comprendre. Ils n'ont pas été élégants. Et donc, comme ils ont le regard international et ce jeu a été connu de tous, ils ont voulu, en 2023, se racheter un peu. En 2023, ils ont été moins brutals qu'en 2019. En 2023, ils n'ont pas écarté tout le monde. Ils ont écarté que quelques têtes. Des personnes comme moi et bien d'autres personnes qui, selon eux, étaient des personnes gênantes. On les a ciblées, on a fait des frappes ciblées. Mais en 2026, ils veulent retourner à l'exclusion exclusive et à l'exclusion collective, mais de manière élégante, avec beaucoup de finesse. Tout ce que vous dites là, mais nous sommes en train de leur dire que nous avons vu clair dans le jeu. Tout ce que vous dites là, il y a d'autres acteurs politiques, tels que par exemple le candidat Mahamadou Azanaï, qui balaie ça de revers de la main, qui estime que ce qui a été fait là est pour favoriser l'UP, le BR et les démocrates, et estime par ailleurs que votre formation politique aurait probablement un accord secret avec le président Talon. Si je rapporte moi je suis toujours un peu en difficulté quand il s'agit de commenter les propos ou les positions du président de mon ancien parti, parce que je risque de ne pas être compris. Et donc c'est pour cela j'ai pris la résolution. Vous comprenez qu'il y a des acteurs politiques qui estiment que ce qui est fait vous avantage. Non, je vous explique depuis le départ. J'ai commencé à vous expliquer depuis le départ. Oui, vu de votre angle. Non, pas de mon angle, d'une manière générale. Et j'ai parlé de probabilité. Tout à fait. Et j'ai parlé aujourd'hui. Ce que j'ai dit, on peut quantifier. Est-ce qu'en 2019, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et ceux qui l'entourent, n'ont pas... Regardez par exemple aujourd'hui. Quand je vous dis que j'ai été l'une des premières personnes en République du Bénin à dire que dans une confidence bien vérifiée, le camp présidentiel a dit « Nous allons les exclure en 2026 et rien n'arrivera ». Aujourd'hui, ils sont en train, comme dans un puzzle, mettre chacune des pièces afin d'aboutir à cela. Mais nous sommes en train de dire que nous avons compris le jeu. Regardez au niveau de la Sénat aujourd'hui. Nous avons fait ce combat. Mais ils ont tout fait pour écarter tous les représentants de l'opposition de la Sénat. Que ce soit le conseil électoral, que ce soit la direction des élections et tout le reste. Cette Sénat a été installée, vous n'étiez pas encore constitué parti politique. Mais ce n'est pas nous qui avons fait la loi en disant qu'il doit y avoir un représentant du chef de file de l'opposition, que nous sommes aujourd'hui, et de la minorité au Parlement, que nous sommes aujourd'hui. Le BN n'a jamais été la minorité au Parlement. C'est nous la minorité au Parlement. À la constitution de la mandature. Ça fait un. Quand vous allez du côté de la Cour constitutionnelle, lorsque la loi dit que le chef de l'État doit choisir 3 personnalités et que le bureau de l'Assemblée nationale doit choisir 4 personnalités et que ce régime, avec ceux qui l'entourent, s'arrange à désigner 7 personnalités sans que l'opposition ne puisse désigner une seule personne. Si vous étiez au pouvoir, vous allez choisir comment? Mais quand vous dites si, le président Boni Yayi n'a pas été n'a pas été à la tête de ce pays. Quand il a été à la tête de ce pays, vous avez constaté ça. Je reviens et je vais mieux vous répondre. Vous avez dénoncé le président Yayi dans ce pays. Je n'aime pas trop défendre. Attendez, sa gouvernance. Non, voilà, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Oui. Mais il a été président dans ce pays. On a vu l'opposition diriger le COS-LEPI. Mais aujourd'hui, sous M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, vous avez une Sénat où l'opposition n'est pas représentée, vous avez une Cour constitutionnelle où tous les représentants sont désignés par le régime, et comme si cela ne suffisait pas, vous avez à l'ANIP, la structure chargée de gérer le fichier électoral, vous n'avez aucun représentant de l'opposition. Et donc, comme si cela ne suffisait pas, comme si ces dispositions prises afin que nous puissions être écartés ne suffisaient pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train maintenant de mettre sur pied un code électoral où ils vont s'assurer à 100% que l'opposition serait disqualifiée et exclue en 2026. Le discours est purement politique. Je reviens maintenant sur la question des 20% avec votre permission. Voilà, sur la question des 20%, vous allez souvent dire encore à ce niveau que ça a été fait contre vous, mais les deux autres partis politiques, aucun d'entre eux n'ont eu 20% dans toutes les séquences électorales lors des dernières élections. Monsieur le journaliste, sur la base des résultats des dernières élections législatives, et là je vais vous rappeler un certain nombre de choses.
Au moment où ils nous ont occupés, à nous embrouiller, à nous faire croire qu'on n'ira pas à l'élection, à nous torturer, à nous maltraiter, à déchiqueter notre liste et à nous empêcher de travailler sur le terrain, à désorganiser le travail et en plus des fraudes qu'ils ont organisées au cours de la dernière élection législative. Voudrez-vous que la mouvance vous caresse, vous cajole? Je n'ai jamais demandé ça. Parce que je dis, quand on dit que la fin justifie les moyens en politique, arrêtons de dire ça. Si on faisait ça, lui ne serait pas président. Alors pour les 20%. En politique, il faut un peu de respect des valeurs. Pour les 20% alors. Oui. Et donc, ils disent, dans l'article 146 nouveau de ce code écrit et validé et promulgué par eux-mêmes, ils disent, dans l'article 146 nouveau, que désormais, pour être éligible, en plus des 10%, il faudrait avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Nous en avons 24. Mais sachant très bien que sur la base des dernières élections, malgré toute cette impréparation de notre côté, et malgré cette atmosphère non, je vais dire, pas favorable à une efficacité à une élection législative, ils n'ont pas pu avoir 20% en ce qui concerne UP le renouveau dans 3 circonscriptions électorales. Voilà. En ce qui concerne le BR, ils n'ont pas pu avoir 20% dans 3 circonscriptions électorales. En ce qui concerne les démocrates, avec tout ce que je viens de vous expliquer, avec toute cette misère qu'ils nous ont vendue, nous n'avons pas pu avoir 10% dans 10 circonscriptions électorales. 10% ou 20% Non, dans 10 circonscriptions électorales. Non, pas pu avoir 20% dans 10 circonscriptions électorales. Voilà. Alors, conscients de ça, ils disent dans la loi que les partis qui pourront faire un accord de gouvernance, une coalition qu'ils ont appelé accord de gouvernance, pourraient, s'ils n'avaient pas 20%, mettre leur voix ensemble. Mais j'ai qualifié ça de sorcellerie en politique. Parce que ce n'est pas ça un code électoral. Un code électoral, on ne s'arrange pas, comme lui-même le dit, en amont, sachant très bien qu'on est impopulaire, a fait de petits calculs, a fait de petits bricolages dans un test aussi important que le code électoral. Si vous estimez que la loi, elle contient des imperfections qu'elle mérite d'être relue, puisque c'est un recours qui a été adressé à la Cour constitutionnelle qui a suscité tout ce débat-là aujourd'hui. Pourquoi vous ne continuez pas les recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour cela? Pourquoi vous ne vous réorganisez pas au sein de l'opposition pour fédérer les autres forces afin d'aller à la conquête du pouvoir en unicité? La première des choses que vous devez comprendre... Parce qu'on vous a vu quand même organiser les autres forces politiques de l'opposition pour animer des conférences de presse. On a vu les forces pour mener maison que vous décriez se retrouver à vos côtés pour des conférences de presse. Ils ne vont pas être seulement là pour les conférences de presse. Je vais mieux vous expliquer. Vous savez, ce qui se prépare, comme je l'ai dit, compte tenu de la gravité de la situation, le parti Les Démocrates, aujourd'hui, est le seul parti en République du Bénin qui travaille à équilibrer le jeu politique dans notre pays. Ils en sont conscients. Ah bon? Donc le régime FCBE n'équilibre pas le jeu, Nouvelle Force Nationale, Mouvement Populaire de Libération, la Renaissance Nationale, et le parti de candidat Ramamaya, Restaurer l'Espoir. Non, tout ce que je dis sur la base des dernières élections, vous comprendrez qu'il y a un seul parti, sur la base des dernières élections, sur la base des résultats des dernières élections, il y a un seul parti en République du Bénin aujourd'hui qui tient tête à ce régime. Et donc, comme le régime lui-même et avec à sa tête son chef n'ont jamais aimé les jeux ouverts et n'ont jamais aimé les compétitions ouvertes, ils sont en train de prendre aujourd'hui toutes les dispositions. Parce que je vous avais parlé, vous m'aviez coupé la parole. Quand j'ai fait la comparaison de 2019, ils ont fait une exclusion brutale et sauvage. En 2023, ils ont fait une exclusion moins brutale et moins sauvage. Mais en 2026, ils veulent faire une exclusion élégante et en toute finesse. Et là, ce que je vous dis, parce que... C'est vous qui qualifiez. Non, parce que là, ils vont présenter à la communauté internationale et à tout le monde, mais écoutez, ils ont participé à l'élection et je n'exclus personne. Écoutez, les 28... D'abord, pour les présidentielles, ils veulent nous empêcher d'avoir un candidat. Ça, c'est clair. Maintenant, pour les législatives... Vous avez si bien cité Patrice Talon. Je rappelle bien de cette image au Palais de la Marina. Vous étiez, je crois, de la délégation qui était avec Patrice Talon. Il disait ceci, je cite, ça sert à rien de faire beaucoup de bruit, d'attaquer la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est votée, on peut tout faire quand même pour être dans le jeu. Qu'est-ce qui vous empêche de fédérer les forces de l'opposition pour aller à la conquête, pour véritablement être en conformité avec ces exigences de cette loi-là, si vous n'arrivez pas à obtenir la relecture? Premièrement,
Nous ne travaillons pas à diviser l'opposition. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Oui. Et c'est parce que c'est nous qui prenons l'initiative de parler avec les autres. Et à ce niveau, je voudrais saluer tous les autres partis qui sont ouverts toutes les fois que nous les appelons. Tout comme FCBE, même si Je vous voudrais les... aussi les saluer. Même si vous ne les aimez pas, vous estimez qu'ils sont de l'autre côté. C'est pas qu'on ne les aime pas. Vous savez, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Je pense qu'au niveau des FCBE, il y a quand même des dirigeants qui sont assez éclairés, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération, et qui, à des niveaux donnés, je vais dire, ont apporté beaucoup à ce pays. Quand vous prenez le président d'honneur, je crois qu'il est le président d'honneur, l'ancien ministre qu'on appelle Djemba Gateri. Voilà, que je prends comme un père et pour qui j'ai d'abord beaucoup d'admiration. Le ministre Alain Aliou également. Le ministre Alain Aliou, la dernière fois on s'est salué avec beaucoup de chaleur d'ailleurs, et à mon niveau c'était pas hypocrite, je pense aussi qu'à son niveau c'était pas hypocrite. Et donc, c'est des personnes qui ont servi ce pays. Mais, tout en reconnaissant ça, ne nous empêchez pas d'expliquer les faits. Nous reconnaissons que c'est des personnalités qui ont appartenu ou qui appartiennent à l'histoire politique, à l'évolution politique de notre pays, qui ont apporté des choses. Mais ce n'est pas au nom de ça qu'on va édulcorer ou donner une mauvaise image des faits. Moi, je fais l'effort d'être en phase avec les faits. Que ce soit en ma faveur ou en ma défaveur, je fais l'effort d'être en phase avec les faits. Lorsque vous dites que M. Patrice Talon a dit c'est pas un criant et tout le reste, nous ne crions pas. Aujourd'hui, nous expliquons à nos compatriotes ce qu'ils préparent. Ne nous refusez pas d'expliquer. Oui, vous l'expliquez. Parce qu'il y a une chose, je vais vous dire quelque chose. Oui. Dernièrement, il y a une structure de production qui s'est rapprochée de nous, qui a voulu faire un micro-trottoir auprès de nos populations après la promulgation de la loi. Mais quand ils ont fait le retour, mais moi je n'étais pas étonné. Ils nous ont dit, mais monsieur le SNC, le secrétaire national de la communication, mais ce micro-trottoir, pendant 2 jours, pratiquement tous ceux que nous interviewons dans la rue semblent ne pas comprendre de quoi on parle. Parce que nos populations, ce n'est pas de leur faute. Écoutez, quand un régime vous vend la misère, vous cherchez d'abord la solution à votre ventre, à vos problèmes de tous les jours, avant de vous occuper des questions politiques. Donc, il appartient aux acteurs politiques que nous sommes d'expliquer ce qui se passe. En dehors de l'explication, qu'est-ce que vous prévoyez désormais? Non, nous sommes d'abord à la phase d'explication et de sensibilisation. Mais je vais vous dire quelque chose. 2026 ne connaîtra aucune exclusion. Nous nous battrons avec tous les moyens que nous offre la loi. Nous n'accepterons aucune exclusion en 2026. Et ça, que les régimes et ceux qui soutiennent le régime puissent comprendre cela. Nous n'accepterons aucune exclusion, que ce soit pour l'élection présidentielle, que ce soit pour les législatives. Parce que pour les législatives, nous devons expliquer à nos populations. Mais vous savez les méfaits d'un parlement monocolore. Mais faites checker ce qu'ils ont appelé la 8e législature. Mais un parlement monocolore est dangereux pour un pays. Et M. Patrice Talon et ceux qui l'entourent, mais écoutez, un des leurs a dit, lorsque nous avons vaillamment repoussé leurs assauts sur la Constitution, un de leurs a dit qu'en guise de mise en garde, qu'ils s'arrangeront à avoir 80% des députés et 80% des maires. Mais en réalité, il a été modéré. Il voulait dire, il faut s'arranger afin que l'opposition... Moi, c'est-à-dire quand je vous parle, prenez-moi au sérieux. Non, ça c'est des commentaires politiques. Bon, je vais vous dire quelque chose. Vous dites que c'est des commentaires politiques. Tout comme beaucoup de choses que vous dites là ce matin. Vous dites que c'est des commentaires politiques. Je vais vous dire 2 faits que j'ai vécus quand j'étais à la 7e législature. 2 faits qui vont vous conforter dans le fait que quand nous parlons, il faut nous prendre au sérieux. Non, c'est pas qu'on prend au sérieux. Non, mais acceptez qu'on ne voyez pas dans tout ce que nous disons d'acteurs politiques, d'opposants politiques. Ne voyez pas dans tout ce que nous disons celui qui a parlé de 80%, c'est un mouvementier. De la diffamation, de la diffamation, de mensonge et tout le reste. Je vais vous dire 2 faits. Oui. Vous savez, quand j'étais député au cours de la 7e législature, un jour en commission, j'ai fait une brillante intervention en commission. Et que ce soit nos amis de l'opposition que de la mouvance, après, m'ont dit, mais franchement, c'était chapeau bas. Mais un de leurs est venu me voir. Il m'a dit ceci exactement. Petit frère, l'intervention que tu viens de faire, franchement, j'ai été sidéré. Mais j'ai mal. Et j'ai dit, mais grand frère, pourquoi tu as mal? Il dit, mais tu ne viendras plus ici, c'est fini ça.
tu ne rentreras plus dans ce Parlement. Je dis, oh, mais toi aussi. Et il m'a même dit, viens sur notre liste. C'est quelqu'un du BR avec qui j'ai quand même beaucoup d'amitié. Vous allez accepter que je garde le nom. C'est quelqu'un de ses partis qui a dit, mais malheureusement, tu ne seras plus ici à la prochaine élection. Je dis, mais grand frère, toi aussi. On va vous faire ça à Cotonou. On va vous faire ça en douce à Cotonou. Et il dit, non, je t'ai dit que tu ne reviendras plus ici. Tu dis, on va vous faire ça à Cotonou. Mais je n'avais pas compris. Et ce que je vous dis, c'était environ 8 mois de législatif de 2019. Une autre fois en plénière, je finis une intervention. Un des leurs revient. Mais de l'autre partie, c'est à moi. Et lui, il me dit, ah, petit frère, toi aussi, quand tu parles vraiment, tu nous fais peur. Hein? Lui, c'est un professeur d'université. Et il me dit, mais dommage, tu ne reviendras plus ici. Bon, lui aussi m'avait dit. Donc, est-ce que vous pensez que ce sont ces commentaires-là qui déjantent? Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'ils avaient non, mais c'est des personnes. Au fait, des dons de prémonition. Ce régime ne fait rien. Des dons de prémonition. Ce régime ne fait rien sans avertir. Ce régime ne fait rien sans vous donner les signaux de ce qu'il veut faire. Et donc, sur la base de ces propos de ses anciens collègues, mais c'est après coup, après les élections, un jour j'étais assis à la maison et puis je me suis dit, mais attends, mais j'avais été prévenu. Donc c'est pour vous dire que tout ce dont nous parlons, ils le disent. Et alors, ils mettent les éléments en orbite pour que ce qu'ils disent puisse s'accomplir. Et donc, moi je voudrais, avec votre permission, revenir là-dessus. Sur la 20%. En 2026, il n'y aura pas d'exclusion. Et nous irons non seulement à l'élection législative, nous gagnerons. Parce que ce qu'il prévoit, c'est quoi? C'est qu'on peut même avoir 80% dans 23 circonscriptions et dans la 24e circonscription, ils vont se débrouiller à nous donner 19,50 des voix et nous éliminer pour les 80%. Ça ne se passera pas. Nous nous battrons pour que nous n'ayons plus de parlement monocolore. Je vous disais tout à l'heure les méfaits d'un parlement monocolore. Quand on parlait des méfaits d'un parlement monocolore, ceux qui sont dans l'armée et les forces assimilées n'avaient pas compris le danger d'un parlement monocolore. Mais quand la loi a été votée dans un parlement où il n'y avait pas une opposition, et ils ont parlé de retraite d'office en ce qui concerne leur statut, et qui sont frappés de plein fouet aujourd'hui, ils se rendent compte qu'un parlement monocolore n'a jamais été une bonne chose pour un pays. Et je le dis, ça, c'est les forces armées qu'est-ce qui empêche vos députés d'introduire au niveau du Parlement une relecture de ce statut? Je vais dire à nos compatriotes, les autres dossiers qui les attendent, quand ils vont préparer encore un autre Parlement monocolore, ils vont rentrer dans l'administration publique, ils vont rentrer dans bien d'autres domaines pour appliquer la retraite d'office. Donc, nous n'accepterons plus ça. La mouvance présidentielle est composée de Béninois. Je ne pense pas nous n'accepterons plus ça. Les exclusions, des élus béninois puissent travailler contre les Béninois. Nous nous battrons pacifiquement avec tout ce qui doit rester dans le cadre de la loi pour qu'il n'y ait plus d'exclusion. Alors, Guy Mitokpe, on va quand même dire un mot sur la présidentielle au Sénégal. L'élection de Diomaye Faye, quelles ont été vos impressions premières? La première des choses, je voudrais d'abord saluer le courage de la jeunesse sénégalaise et saluer aussi le courage aussi bien du nouveau président Diomaye Faye que d'Ousmane Sonko, parce que je vais dire aujourd'hui, ils envoient un puissant message à toute la jeunesse africaine. Et en même temps qu'ils envoient un puissant message à toute la jeunesse africaine, mais ils envoient aussi un message à tous ceux qui, lorsqu'ils sont au sommet du pouvoir, pensent qu'ils sont Dieu, pensent qu'ils prennent la place de Dieu. Et je dirais, l'aboutissement de ce combat doit faire comprendre à tous ceux qui, à un moment donné, arrivent au sommet, qu'ils demeurent des hommes. J'ai suivi une des déclarations d'Ousmane Sonko, dans laquelle il disait que avant d'arriver au pouvoir, nous venons pour la plupart, parlant des acteurs politiques sénégalais, il disait que pour la plupart, ils viennent tous de familles modestes. Et dans le fait du pouvoir, dans l'action du pouvoir et autres, on change de statut et qu'ils ne doivent jamais oublier d'où ils venaient. Et donc moi, je voudrais dire la même chose aux acteurs politiques en République du Bénin.
cette victoire de cette jeunesse et de ces deux icônes désormais de la jeunesse sénégalaise et africaine doit faire comprendre à chacun de nous que rien ne se gagne dans la facilité. Non seulement rien ne se gagne dans la facilité, mais rien ne se gagne dans la compromission. Parce qu'il faut se battre pour que les valeurs demeurent. Et le peuple sénégalais n'est pas à son premier coup. Souvenez-vous de la victoire. Moi, j'étais encore élève, j'étais encore en terminale lorsque Maître Abdoulaye Wade gagnait sur Abdou Diouf parce qu'il fallait une alternance. Et j'étais déjà dans la vie publique en 2012 lorsque Maître Abdoulaye Wade, parce qu'à cause des grandes réalisations faites au Sénégal, pensait qu'il pouvait se donner la main pour faire un troisième mandat. La jeunesse sénégalaise le lui a refusé et M. Macky Sall est venu. M. Macky Sall, son cas est même plus patent parce que la manière par laquelle il a accédé au pouvoir, il ne devait pas avoir ses velléités. Les velléités qu'il a eues en voulant faire un troisième mandat, en torturant ces jeunes, en massacrant la démocratie. Mais je crois que vers la fin, il est revenu à sa plus simple expression en comprenant qu'au-delà des hommes, il y a Dieu. Mais je voudrais revenir sur la question, parlant du Sénégal, j'ai entendu le porte-parole du régime en place dire que M. Patrice Talon est candidat à la préservation de ses acquis. D'abord, quel acquis ? Parce que pour ce que nous devons pouvoir dire à nos populations, allez au Sénégal et voyez les réalisations de M. Macky Sall. Macky Sall n'a pas, le président Patrice Talon en termes de réalisation, si vous voulez on peut comparer les chiffres, n'a pas fait la moitié de ce que Macky Sall a fait pour le peuple sénégalais. Mais il faut respecter les tests, il faut respecter les normes. Parce que c'est en respectant les normes que vous avez accédé au pouvoir. Vous ne pouvez pas venir au pouvoir en tant que républicain et devenir monarque. C'est ce que nous refusons. Et donc, ceux qui disent non, mais depuis que M. Patrice Talon est au pouvoir, le Bénin a changé, le Bénin, bon, j'ai dit, voyagez, allez au Sénégal, voyez les réalisations de M. Macky Sall. Ce qu'il a fait en termes de réalisation en 12 ans. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons ici. Mais malgré ça, c'est pour cela que je prends la comparaison. Ce n'est pas que je dis que absolument rien n'a été fait ici. Je voudrais dire que quelles que soient les réalisations, il faut amener le peuple à rester dans une atmosphère stable. Parce qu'un pays stable, c'est la meilleure préservation des acquis. La meilleure manière pour le président Patrice Talon de préserver ses acquis, c'est de laisser ce pays en paix et d'une manière stable. Parce que quand le pays est stable, vos acquis seront préservés. Alors, le duo Sonko-Faye, pensez-vous qu'il résistera à l'épreuve du pouvoir? Non, je ne suis pas d'abord un DV, mais je suis un homme de culture. Mais vous observez beaucoup la chose politique, vous commentez un peu la chose politique. Voilà, je suis un homme de culture, un homme politique, un acteur politique. Et puis, de par ma formation universitaire aussi, j'ai beaucoup étudié la politique. Et donc, je peux comprendre qu'il y a un risque. Pour l'heure, les voir. Oui, il y a un grand risque parce que le risque est que le mentor naturel, c'est Ousmane Sonko. Et qui, d'ailleurs, était prédestiné à être le successeur de Macky Sall. Justement, pour étayer votre argument, est-ce qu'on peut dire que Faye a été élu président par défaut? Non, je ne voudrais pas utiliser le terme par défaut. Votre souris le dit déjà. Non, je voudrais non pas par défaut. Parce que Ousmane Sonko a beaucoup de lieutenants autour de lui. Et n'oublions pas que Diomaye Faye est le secrétaire général du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, dont Ousmane Sonko est le président. Et donc, lorsque la possibilité a été donnée à Ousmane Sonko de trouver un plan B face à la sorcellerie en politique de M. Macky Sall, il a jeté son dévolu sur celui qui, selon lui, est à même de représenter le parti et d'assurer la charge à ce niveau de la République. Et donc, je crois que, et puis n'oublions pas que M. Diomaye Faye est un énac, tout comme Ousmane Sonko est un énac, il a été recruté aux impôts du Sénégal depuis 2007, donc ce n'est pas un parvenu. C'est vrai qu'il n'a jamais occupé de poste de député ou de ministre, il n'a jamais été élu, mais... Même pas directeur de sécurité étatique. Oui, non, mais écoutez, comme je le dis, c'est une sorte de sac au dos. Parce qu'il a appris la politique, sur le terrain, il s'est battu auprès de Sonko. Et de l'autre côté, je crois que celui qui sera beaucoup plus à l'épreuve, je ne crois pas que ce soit Diomaye Faye. Je crois que celui qui sera beaucoup plus à l'épreuve et qui doit beaucoup prier afin que Dieu lui donne beaucoup plus de sagesse et d'humilité, je pense que c'est Sonko. Parce que lorsque vous pensez que c'était votre tour, lorsque vous pensez que c'est votre place, il vous est difficile d'être humble, il vous est difficile d'être sage.
Parce que l'autre prendra les décisions, vous devez pouvoir assurer avec lui ou assumer avec lui. Parfois, ça ne sera pas ce que vous vouliez si c'était vous et tout le reste. Donc, je crois que celui qui doit demander beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de lumière, c'est Sonko, qui doit comprendre. Et puis, à ce propos, je vais vous dire une petite anecdote recueillie de nos amis de Dakar. Un des amis de Dakar disait que juste quelques jours après la victoire, je ne sais pas, ils étaient quelque part et il parlait quand Ousmane Sonko a dit, parlant à Diomaye, oui, monsieur le président, et Diomaye n'avait pas répondu. Et après, il a dit, mais monsieur le président, et là, Diomaye, tournant la tête, a constaté que c'est Sonko qui parlait et s'adressait à lui. Et il était un peu dépassé. Oui, mais c'est le début. Et l'autre lui aurait dit que non, mais écoute, c'est toi le président. Et donc, s'il appelait SG avant, maintenant, il ne va plus dire SG, il va dire monsieur le président de la République. Et donc, je crois que c'est aussi des leçons à chacun de nous. Moi, je n'ai jamais manqué de le dire. Le pouvoir qui ne s'altère jamais, c'est le pouvoir de Dieu. Et tout le reste, ce sont les délégations de pouvoir. Justement, on comprend votre volonté, cet élan démocratique de susciter, de créer l'alternance, mais l'alternance pour installer au pouvoir des personnes valeureuses, des hommes d'État. Oui, votre question est inachevée. Des hommes d'État. Est-ce que pour vous, par exemple, Diomaye Faye, c'est un homme d'État? Non, Diomaye Faye, pour moi, l'homme d'État, comme je le dis, d'abord c'est un ENAC, ça compte beaucoup. Vous savez, l'École nationale d'administration fait partie des écoles qui forment les élites. Et à ce titre, je continue de croire que M. Diomaye Faye n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, un parvenu. Et de l'autre côté, vous savez, ça c'est mon père qui me le dit souvent. Mon père a l'habitude de dire, qu'en privé, on n'est pas chef de tout le monde. Et ça, si j'avais un conseil à leur donner, je dirais à Diomaye Faye qu'en public, il est le président de tous les Sénégalais, et naturellement d'Ousmane Sonko, mais en privé, il doit continuer de lui donner le respect qu'il vouait et quand il n'était pas encore président de la République. Et ça, je le dis d'autant que Ousmane Sonko est son aîné en âge, Ousmane Sonko est son mentor au niveau du parti. Donc, en privé, si j'avais un conseil à donner, je dirais au président Diomaye Faye, en privé, de continuer de lui donner le même respect qu'il lui donnait auparavant, de continuer de le respecter comme il le respectait auparavant, mais en public. Et je pense que la démarche doit changer en public. En public, c'est Ousmane Sonko qui doit toute déférence au nouveau président de la République du Sénégal. Merci à vous, Guy Dossumi Tokwe. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, mais je m'en voudrais de conclure sans vous interroger sur cette situation qu'a connue vos députés qui voulaient rendre visite à Rekia Madougou. On a lu un peu vos avoirs de presse. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qu'il en était? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, une fois de plus, dire au régime en place que avant eux, la République du Bénin existait. Et après eux, la République du Bénin continuera d'exister. Ce qui se passe aujourd'hui avec la ministre Madougou est inhumain. Et lorsqu'on la sépare de tout le monde, lorsqu'on lui refuse toute visite à part sa mère et je dirais occasionnellement son avocat, pour nous, cela est inhumain et c'est dégradant. Je le disais tout à l'heure, la ministre Madougou a occupé de hautes fonctions dans ce pays et puis elle a aussi apporté beaucoup dans le débat politique de notre pays. Et donc pour moi, et lorsque nos parlementaires ont fait la démarche d'aller lui rendre visite à la prison de Missirité, notre État devait prendre toutes les dispositions pour que cela ne puisse pas être refusé. C'est l'État ou c'est l'agence pénitentiaire? L'agence pénitentiaire est le représentant de l'État dans ce contexte bien précis. Okay. Et donc moi je continue de croire que le traitement inhumain qui lui est infligé doit s'arrêter. D'abord, injustement arrêté, injustement condamné, prisonnière politique, et qu'on continue de la maltraiter de cette manière. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour continuer de saisir les instances juridictionnelles ouest-africaines, africaines et internationales. Parce que le traitement infligé aujourd'hui à Mme Rekia Madougou, pour nous,
c'est dégradant et il faut arrêter ça. Alors, on a lu dans la foulée des commentaires qui informent que ce sont les visites de groupe qui sont interdites, cela qui résulte quand même d'une disposition qui avait été mise en place en période de Covid, laquelle n'a pas peut-être été encore réactualisée. Donc, en tant que député, si les députés avaient sollicité à la rencontrer individuellement, que cela aurait été possible. Est-ce que par le passé, il y a eu des députés qui ont voulu la rencontrer individuellement et qui ont eu le refus? Oui, je le disais tout à l'heure. Je disais que la seule personne à qui la Est-ce qu'il y a eu des députés oui, par le passé, oui. Qui ont voulu la voir uniquement et effectivement, vous avez suivi avec moi le député du groupe parlementaire Les Démocrates, Sounobouké Ismaïl Soumaïla, qui a fait une vidéo dans laquelle il a dit lui-même a fait la démarche pour aller lui rendre visite et il lui a été refusé. Donc, ce n'est pas une affaire de groupe, c'est un alibi qui ne tient pas. Nous continuons de croire qu'il faut arrêter cette maltraitance. Et d'ailleurs, nous avons tout le temps dit qu'il faut procéder à sa libération. Et nous continuons d'exiger cette libération pour elle et pour tous les autres prisonniers politiques. Et donc, pour nous, ça doit s'arrêter. Merci à vous, Guy Dossou Mitokpe. C'est un rituel au cours de cet entretien. Vous avez regardé droit dans la caméra et dit quelques mots à l'endroit de ses sympathisants, militants et même camarades de l'université qui ont bien voulu suivre cet entretien. Je voudrais remercier Dieu Tout-Puissant qui nous donne le souffle de vie, qui nous préserve de tout mal, de continuer de veiller sur notre pays. Je voudrais aussi saluer toute la communauté musulmane qui, en ce moment de mois de jeûne, est en train de respecter cet autre pilier de leur religion. Je voudrais aussi, pour les chrétiens, alors que nous sommes aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, en ce dimanche de Pâques, les saluer et demander à tous les chrétiens catholiques et tous ceux qui sont assimilés aux catholiques que le Seigneur lui-même écoute leurs prières. Et je voudrais enfin saluer nos compatriotes et les rassurer que nous, de notre côté, nous mettrons tout en œuvre, nous nous battrons avec toutes nos énergies pour qu'il n'y ait plus d'exclusion dans ce pays. Et je voudrais enfin, à l'endroit du régime et de son président, dire que la meilleure manière de préserver les acquis de sa gouvernance, c'est de laisser un pays dans la paix et dans la stabilité. Parce que ce soit vous ou que ce soit celui que vous désignerez, si le peuple est d'accord avec vous et que les jeux sont ouverts et que les jeux sont transparents, on acceptera. Mais si vous procédez par exclusion, vous procédez par tricherie et tout le reste, vous remettrez vous-même en cause ce que vous avez appelé la préservation de vos acquis. Et donc pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est d'abord le Bénin et c'est encore toujours le Bénin. Le plus important, c'est le Bénin, mais il ne faut pas brûler le pays en voulant faire tout. Je l'ai dit. Il ne faut pas brûler le pays en voulant faire tout. Je l'ai dit, nous venons dans la paix. Merci à vous, Guy Dossou Mitokpe. Je crois que vous avez fait une belle conclusion. Chers amis internautes, de façon sommaire et expéditive, on peut retenir qu'il a dit que ce code électoral a été voté en représailles au rejet du projet de révision constitutionnelle. Il a argumenté dans ce sens. Il a dit ce qu'il reproche à ce code électoral, ce qui est dénoncé par son parti politique, les démocrates. Il a eu à le dire. Pour lui, dans ses propos, il a eu à affirmer que FCBE, Force Colonie Premier Émergent, est plus proche du gouvernement, ce qui prouve un peu leur méfiance à l'endroit de ce parti politique. Toute chose que le parti politique clame, rejette au balai du revers de la main et ne cesse de clamer son appartenance à l'opposition. Guy Mitokpe a tenu à réaffirmer que 2026 ne connaîtra pas d'exclusion lorsqu'il a été interrogé sur la question du Sénégal. Il salue le courage de la jeunesse sénégalaise, il salue le courage de Diomaye Faye, il salue le courage de Ousmane Sonko. Pour lui, l'élection de Diomaye Faye est un message qui est envoyé à la jeunesse africaine. Il a argumenté dans ce sens-là également. Il a eu au cours de son argumentaire à rappeler les contextes d'accession au pouvoir de Macky Sall et d'Abdoulaye Wade. Il a eu à prodiguer quelques conseils. Il a parlé des rapports qui doivent exister désormais entre Faye et Sonko. Et en fin d'émission, lorsqu'il a été interrogé sur la détention de Réka Madougou, pour lui, ces conditions-là sont inhumaines et il appelle le gouvernement à véritablement procéder à sa libération pour des questions de paix et d'humanisme. C'est bel et bien ça. Bon. Merci à vous, Guy Dossou Mitokpe. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes docteur en géographie, acteur politique, secrétaire national à la communication du Parti politique Les Démocrates. Vous avez été député de la 7e législature. Merci à vous, chers amis internautes. Bon dimanche de Pâques. N'oubliez pas le rendez-vous de 19h du JT avec Atifa Olafa.